Chapitre 1. La façade familiale parfaite. Roman Donnac se tenait dans son atelier, l'odeur de l'huile moteur et des copeaux de métal emplissant ses poumons, tandis qu'il restaurait une Mustang de 1967. À 35 ans, il avait bâti ce que beaucoup considéraient comme le rêve américain, une entreprise de réparation automobile prospère, une femme magnifique et 2 enfants qu'il admirait. Ses mains calleuses se déplaçaient avec précision lorsqu'il réglait le carburateur. La même confiance inébranlable qui avait fait de lui un ranger décoré avant de s'installer dans la vie civile. Le rire de sa femme s'échappait de la fenêtre de la cuisine, et la mâchoire de Roman se serra presque imperceptiblement. Ces derniers temps, le rire de Vivien Raymond semblait forcé, théâtral même. Elle avait changé ces derniers mois. Distante, secrète, toujours sur son téléphone. Lorsqu'il lui demandait comment s'était passée sa journée, elle répondait vaguement, faire les magasins ou rendre visite à sa sœur. Mais la sœur de Vivant habitait à 3 états de là, et leur compte en banque ne montrait aucun achat inhabituel. Roman avait appris à se fier à son instinct pendant ses 8 années dans les forces spéciales. Cet instinct l'avait maintenu en vie en Afghanistan et en Irak. Et maintenant, il criait que quelque chose n'allait vraiment pas dans sa parfaite maison de banlieue. Son père, Justin Donag, 8 ans, fit irruption dans le garage, le visage rouge d'excitation. Maman annonça que le dîner était prêt et que l'oncle Jimmy allait venir. Le frère cadet de Roman, Jimmy, était shérif de la ville, un poste qu'il occupa pendant 6 ans après avoir suivi Roman dans l'armée, où il avait choisi les forces spéciales et effectué de multiples déploiements. Jimmy avait opté pour la police militaire et une seule affectation avant de rentrer chez lui à Pine Ridge, dans le Colorado. Les frères avaient toujours été compétitifs, mais Roman pensait que cette période de leur vie était derrière eux. « Dis-le à ta mère. »« J'arrive tout de suite, » dit Roman en ébouriffant les cheveux blonds de son fils. « Tu as les mains sales à force de toucher à mes outils. » Alors que Justine retournait en courant vers la maison, Roman aperçut sa fille Christy par la fenêtre. À 10 ans, elle était le portrait craché de sa mère, avec les mêmes cheveux auburn et les mêmes yeux verts. Elle dressait la table avec une précision méticuleuse, comme Vivant le lui avait appris. Roman ressentit une vague familière d'amour protecteur pour ses enfants, mêlée à un malaise croissant face au comportement de leur mère. À l'intérieur, la table était dressée avec la plus belle porcelaine de Vivant, inhabituelle pour un repas de famille décontracté. Elle portait une robe bleue qui mettait ses formes en valeur, son maquillage plus élaboré que nécessaire pour une soirée tranquille à la maison. Lorsque Jimmy arriva, Roman remarqua le regard de son frère s'attarder sur Vivant, comme elle semblait rayonner sous son attention. « Roman, content de te voir, » dit Jimmy en lui tendant la main. À 32 ans, Jimmy mesurait 9 cm de moins que Roman, qui mesurait 1,88 m, mais il se tenait avec l'autorité que lui conférait son insigne. Son uniforme de shérif était impeccable, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Tout chez Jimmy reflétait l'ambition et une gestion rigoureuse de son image. La conversation pendant le dîner semblait guindée, teintée de nuances que Roman ne parvenait pas à cerner. Jimmy leur raconta des anecdotes de son travail, prêtant une attention particulière aux réactions de Vivant. Elle rit à ses blagues avec un enthousiasme qui semblait sincère, plus sincère que toutes les réponses qu'elle avait données à Roman depuis des mois. « Les enfants, pourquoi n'allez-vous pas regarder la télé pendant que les adultes discutent ?» suggéra Vivant après le dessert, la voix étrangement tendue. Roman attendit que Justine et Christy soient en sécurité dans le salon avant de se caler dans son fauteuil. « Tout va bien, Jimmy ? Tu as l'air différent ce soir. » Jimmy échangea un regard avec Vivant qui dura un peu trop longtemps. « En fait, je voulais vous parler à tous les deux de certaines inquiétudes que j'entends en ville. »« De quelles inquiétudes s'agit-il » demanda Roman, son entraînement militaire reprenant le dessus. Il reconnut le préparatif d'un interrogatoire. « Il y a eu des plaintes pour troubles domestiques à cette adresse, » dit Jimmy, son ton devenant officiel. Des voisins signalaient des haussements de voix, des bruits de dispute. « Je dois vous demander, tout va bien à la maison ?» Roman sentit la température de la pièce baisser de plusieurs degrés. « Il n'y a pas eu de dispute domestique ici, Jimmy. » « Qui exactement a porté plainte ? » « Je ne peux pas révéler de source précise, mais je dois me renseigner sur chaque signalement. » La main de Jimmy reposait nonchalamment près de son arme de service. « Vivien, t'es-tu senti en danger à un moment donné ? Tu sais, tu peux tout me dire. » La performance de Vivant était digne d'un Oscar. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle baissait les yeux vers ses mains. « Je ne voulais rien dire parce qu'il est de la famille, mais Roman est tellement en colère ces derniers temps. L'entreprise est en difficulté et il s'en prend à moi et aux enfants.
Roman fixait sa femme, complètement sous le choc. Son entreprise automobile était florissante. Il venait de décrocher 3 gros contrats de flotte. Et il n'avait jamais élevé la voix contre elle ou les enfants, et encore moins levé la main sur eux. C'est intéressant, dit Roman lentement, d'une voix d'un calme mortel. Parce que notre entreprise a connu son meilleur trimestre de son histoire, vivant. Et je n'ai jamais même élevé la voix dans cette maison. Tu vois ? Vivant se tourna vers Jimmy avec un regard désespéré. Il est sur la défensive. C'est toujours comme ça que ça commence. Jimmy se leva, la main ouvertement posée sur son arme. Roman, je pense que tu devrais venir avec moi. Il faut qu'on règle ça comme il faut. Pour quelles accusations ? Demanda Roman en se levant. Sur la parole d'une femme qui ment clairement sur notre situation financière. Jimmy, tu me connais. On a grandi sous le même toit. Tu sais que je ne ferai jamais de mal à ma famille. Je sais ce que je vois. Répondit froidement Jimmy. Et je vois un homme avec une formation militaire qui a été signalé pour violence conjugale. L'État prend ces choses au sérieux maintenant. Alors que Jimmy prenait ses menottes, Roman remarqua quelque chose qui le glaça. Au poignet de Jimmy portait une montre, une Rolex submarinée vintage que Roman avait offerte à Vivant pour leur 5e anniversaire. Elle prétendait qu'elle avait été volée dans sa voiture 2 mois plus tôt. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté bouleversante. Les nuits tardives que Vivien prétendait passer avec sa sœur, l'intérêt soudain de Jimmy pour les affaires de Roman. L'argent. Est-ce vrai ? Roman a sorti une chaise pour son fils, décidant qu'il était temps de lui donner une explication plus complète des événements récents. Les 2 enfants étaient assez vieux pour comprendre les faits fondamentaux, et ils méritent d'entendre la vérité de la part de leur père plutôt que des rumeurs sur les terrains de jeu. Oui, c'est vrai. Oncle Jimmy volait de l'argent à la police depuis des années. Maman l'a aidé à planifier de prendre notre argent aussi. Et ils avaient tous les 2 prévu de me faire du mal pour pouvoir s'enfuir avec nous. Christy a demandé, oui, ils allaient éloigner de moi et disparaître dans un autre pays où la police ne pourrait pas les trouver. Roman regarda ses enfants absorber cette information, voyant leurs expressions changer à mesure qu'ils comprirent toute l'ampleur de la trahison de leur mère. Ils craignaient de nuire à leur capacité à faire confiance aux autres. Mais au lieu de cela, il les a vus développer une compréhension plus claire du caractère et des conséquences. Je suis content que la police les ait arrêtés, dit fermement Justine. Ils allaient voler l'argent de nos études. C'est vrai. La voix de Christy était pensive. Pourquoi maman et oncle Jimmy ont-ils choisi de faire de mauvaises choses ? C'était la question avec laquelle Roman se débattait depuis des mois et il n'avait toujours pas de réponse complète. Comment expliquer aux enfants que certaines personnes sont prêtes à détruire des vies innocentes pour de l'argent et des désirs égoïstes ? Parfois, les gens veulent des choses qu'ils ne méritent pas, a dit prudemment Roman. Au lieu de travailler dur pour gagner ces choses, ils choisissent de les voler aux autres. Maman et oncle Jimmy voulaient une vie différente, et ils ont décidé que notre famille n'avait pas autant d'importance que leurs désirs. C'est stupide, a déclaré Justine avec une certitude d'enfant de 8 ans. Ils avaient déjà une bonne vie, mais ils l'ont gâchée en faisant de mauvais choix. À un titre sur la falsification des preuves dans les affaires de drogue. L'oncle Jimmy a laissé en liberté de dangereux criminels parce qu'il était plus intéressé à voler de l'argent qu'à protéger les gens. Comme les méchants que maman l'a aidé à voler. Christy a demandé, non, chérie. Oncle Jimmy volait de l'argent qui était censé être utilisé pour attraper des méchants. Lorsque les services de police ne font pas leur travail correctement, les criminels blessent des innocents. Roman voulait que ses enfants comprennent que les crimes de leur mère et de leur oncle avaient des conséquences bien au-delà de leur famille. Des gens avaient été blessés parce que Jimmy donnait la priorité à l'avidité personnelle plutôt qu'à la sécurité publique, et Vivant avait participé activement à cette trahison. 3 semaines plus tard, Roman a reçu une lettre de la prison fédérale où Vivant la purgeait, phrase. L'enveloppe était fine, l'écriture tremblante, suggérant que la vie en prison faisait des ravages sur son ex-épouse. Il a lu la lettre en privé dans son bureau, notant le ton désespéré et les tentatives évidentes de manipulation émotionnelle. Roman, je sais que tu me détestes, mais s'il te plaît, envisage de me laisser écrire aux enfants, mais je suis toujours leur mère. Ils ont besoin de savoir que je les aime même si je ne peux pas être avec eux. La prison est horrible et j'y pense tous les jours. S'il vous plaît, ne les retournez pas complètement contre moi. Roman n'éprouvait aucune sympathie pour la situation de Vivant.
Elle subissait les conséquences naturelles de la planification de son meurtre et de sa tentative de voler l'avenir de ses enfants. La lettre est allée directement dans sa déchiqueteuse, indigne de réponse. Mais la tentative de Vivant de contacter les enfants par manipulation émotionnelle a renforcé une leçon importante que Roman devait enseigner à Justine et Christy. Le pardon était un choix et non une obligation. Et certaines trahisons étaient trop fondamentales pour être excusées. Ce soir-là, Roman a convoqué une réunion de famille dans le salon. Il montra à ses enfants les restes déchiquetés de la lettre de Vivant, expliquant pourquoi il l'avait détruite sans leur permettre de la lire. « Maman m'a écrit pour te demander si elle pouvait envoyer des lettres », a expliqué Roman. « J'ai dit non et je veux que tu comprennes pourquoi. » « Qu'a-t-elle dit ?» a demandé Christy. « Elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle t'aimait. Mais les mots ne veulent rien dire quand les actes de quelqu'un prouvent le contraire. » Roman a sorti les photos des preuves du procès fédéral. Des images soigneusement sélectionnées qui montraient l'étendue des projets de Vivant sans être trop graphiques pour que les enfants puissent les voir. « Ce sont les notes que maman a écrites alors qu'elle prévoyait de me faire du mal », a déclaré Roman en leur montrant des pages de rapports de surveillance manuscrits. « Elle a passé des mois à surveiller notre famille, à apprendre nos routines pour pouvoir aider oncle Jimmy à me tuer et à voler notre argent. » Justine étudia les preuves avec une colère grandissante. « Elle a noté quand tu pars au travail et quand nous allons à l'école. Oui, elle aidait oncle Jimmy à planifier quel serait le meilleur moment pour me faire du mal. » « Ce n'est pas de l'amour, » dit fermement Christy. « C'est de la haine. » Roman était fier de la clarté morale de sa fille. À 10 ans, elle a compris quelque chose avec lequel de nombreux adultes se débattaient. Les actions révèlent le caractère plus clairement que les mots ne le pourraient jamais. « Vous avez tout à fait raison », confirma Roman. « Les gens qui vous aiment n'ont pas l'intention de vous faire du mal ou de vous voler. La lettre de maman dit qu'elle t'aime, mais ses actions ont prouvé qu'elle était prête à faire de toi des orphelins pour de l'argent. Allez-vous la laisser nous écrire ? » Justine a demandé. « Non, jamais. Et quand vous serez adulte, si elle est encore en vie et essaie de vous contacter, vous déciderez vous-même si quelqu'un qui a prévu d'assassiner votre père mérite votre attention. » Les Romains virent la compréhension poindre dans les yeux de ses enfants. Ils apprenaient que le pardon n'était pas automatique, que certaines trahisons étaient trop profondes pour être excusées, et que se protéger de personnes qui avaient prouvé qu'elles vous feraient du mal n'était pas de la cruauté, mais de la sagesse. « Bien, » dit Christy d'un ton décisif. « Je ne veux pas de lettre de quelqu'un qui a tenté de tuer mon père. » Roman a serré les deux enfants dans ses bras, se sentant reconnaissant pour leur force et leur clarté morale. Il grandirait en comprenant que la loyauté se méritait, que les liens familiaux nécessitaient un respect et une protection mutuelle et que certaines limites, une fois franchies, ne pourraient jamais être franchies. Vivant et Jimmy avaient fait leur choix. Désormais, ils pourraient vivre avec les conséquences pour toujours. La leçon était terminée. Chapitre 9. La nouvelle fondation. 2 ans après la condamnation fédérale, Roman se trouvait dans le même garage où ce cauchemar avait commencé, mais tout avait changé. L'espace a été agrandi pour devenir une installation de restauration ultramoderne, dotée d'ascenseurs hydrauliques, de cabines de peinture professionnelles et d'équipements qui ont attiré des passionnés de voitures classiques de 3 états. Les affaires prospéraient au-delà de ses projections les plus optimistes. La publicité suscitée par la révélation du scandale de corruption avait attiré l'attention nationale sur le travail de Roman, et sa liste de clients comprenait désormais des célébrités, des politiciens et des collectionneurs de voitures prêts à payer des prix élevés pour son savoir-faire. Plus important encore, Justine et Christy étaient devenus des enfants confiants et moralement ancrés qui comprenaient la différence entre la loyauté gagnée et la loyauté exigée. « Papa, Monsieur Santos est là. » Christy, 12 ans, a appelé depuis la porte du bureau. Elle aidait à la comptabilité de l'entreprise, démontrant une aptitude pour les chiffres qui rappelait à Roman son propre esprit analytique. Jean Santos entra dans le garage avec du café et arborant l'expression satisfaite de quelqu'un dont la vie avait pris une tournure étonnamment positive. Après le succès de leur opération contre Jimmy et Vivant, Jen avait déménagé à Pine Ridge et avait ouvert une société de conseil en sécurité privée au service de la population croissante de retraités fortunés de la région. Comment se présente le nouveau projet ? A demandé Jean en examinant la Dodge Charger 1969 que Roman restaurait pour un client de Denver. Presque fini. 440 numéros de gros blocs originaux correspondants. Restauration complète du cadre. Roman passa sa main le long de l'aile immaculée des Chargers. Les clients paient 60 000 pour le travail et cela vaut chaque centime. C'est mieux que de se faire tirer dessus en Afghanistan. Un autre type de stress, mais oui,
beaucoup plus rentable. Ils se dirigèrent vers le bureau de Roman où des photographies sur les murs racontaient l'histoire de sa transformation de mari trahi en entrepreneur à succès. Des photos de restauration terminées, des récompenses décernées lors de salons automobiles et des articles de journaux sur sa réussite commerciale ont créé un récit visuel de triomphe sur l'adversité. Des nouvelles de nos anciens amis ? Demanda Jen en s'installant dans un fauteuil en cuir que Roman avait acheté grâce aux bénéfices de son entreprise en pleine expansion. Roman ouvrit un dossier contenant des rapports trimestriels du Bureau fédéral des prisons. Jimmy est en sécurité maximale à ADX Florence. Il s'avère qu'il n'était pas populaire auprès des codétenus qui avaient été arrêtés par des flics corrompus. Il est en détention préventive depuis 8 mois. Et Vivien, de l'établissement correctionnel fédéral d'Ambéry. Elle a essayé d'organiser une sorte d'appel en affirmant qu'elle avait été contrainte, mais les juges fédéraux n'apprécient pas les tentatives de perdre leur temps avec des requêtes frivoles. Roman a montré à Jen les rapports de prison les plus récents, notant avec satisfaction que les 2 détenus étaient aux prises avec la réalité de leur situation permanente. Jimmy s'était vu refuser une libération conditionnelle à 2 reprises et les tentatives de Vivant de correspondre avec ses enfants avaient été systématiquement bloquées. Ils apprennent que les actions ont des conséquences, a observé Roman. Chaque jour pendant les 28 prochaines années, ils se réveilleront en sachant que leur situation est le résultat direct de la trahison de quelqu'un qui ne pardonne ni n'oublie. Vous pensez que les enfants sont mieux sans eux? Roman a réfléchi à la question en examinant les rapports académiques des écoles Justine et Christiet. Les 2 enfants excellaient sur le plan scolaire et social, ne montrant aucun signe des dommages psychologiques auxquels on aurait pu s'attendre suite à leur traumatisme. Absolument. Justine a de nouveau joué un rôle d'honneur et Christiet a été accepté dans le programme de mathématiques avancées. Ils sont confiants, moraux et comprennent que la loyauté familiale doit être gagnée par des actions. Pas de problème père-fille, pas de passage à l'acte, aucun. Au contraire, ils sont plus matures que la plupart des enfants de leur âge. Ils comprennent que je les ai protégés des personnes qui auraient détruit leur avenir, et ils respectent la force plutôt que la faiblesse. Roman a sorti des lettres des enseignants des 2 enfants, tous louant leur caractère, leur éthique de travail et leur qualité de leadership. Le traumatisme de la trahison de leur mère s'était transformé en force et en sagesse qui leur servirait tout au long de leur vie. Justine, 10 ans, est apparue à la porte du bureau, le visage rouge d'excitation après être rentrée de l'école à vélo. « Papa, puis-je t'aider avec le chargeur ce week-end ? Je veux apprendre à régler le carburateur. » Bien sûr, mais les devoirs avant tout. Déjà terminé. Et j'ai eu un A à mon rapport d'histoire sur le leadership militaire. Roman sentit la fierté l'envahir lorsqu'il vit son fils développer la discipline et l'éthique de travail qui lui servirait tout au long de sa vie. Justine apprenait que le succès passait par les efforts et le dévouement, et non par des raccourcis ou par la trahison des autres. « Quelle était votre thèse ? » demanda Jean avec intérêt. « Les bons dirigeants protègent leur peuple quoi qu'il arrive, tandis que les mauvais dirigeants ne se soucient que d'eux-mêmes. » L'expression de Justine est devenue sérieuse, comme la façon dont papa nous protégeait de maman et oncle Jimmy, mais il ne se souciait que de voler de l'argent. Roman a vu la surprise de Jean face à la clarté morale du garçon de 10 ans. Justine comprenait des concepts complexes sur la loyauté, le leadership et le caractère avec lesquels de nombreux adultes ont eu du mal tout au long de leur vie. C'est tout à fait vrai, confirma Roman. Les bons dirigeants se sacrifient pour leur peuple. Les mauvais dirigeants sacrifient leur peuple pour eux-mêmes. Après que Justine soit partie commencer ses devoirs, Jean secoua la tête avec étonnement. Ce gamin sera formidable quand il sera grand. Les 2 enfants le sont. Ils ont appris des leçons sur le caractère et les conséquences que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ils ne seront jamais des victimes car ils savent reconnaître les prédateurs. Le téléphone sécurisé de Roman sonnait avec un message de Dal Kelly, qui s'occupe désormais des affaires juridiques de l'empire commercial en expansion de Roman. Le message était bref mais significatif. Les procureurs fédéraux déposent des accusations supplémentaires contre J&V sur la base de preuves provenant d'autres affaires. La peine sera probablement prolongée. Encore une. Bonne nouvelle, dit Roman à Jean en lui montrant le message. On dirait que les problèmes juridiques de Jimmy et Vivian s'aggravent, au lieu de s'améliorer. À quel point c'est pire ? Si les procureurs fédéraux peuvent prouver que leur corruption a affecté d'autres affaires, ce qui semble probable, ils pourraient encourir des peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Roman ressentait de la satisfaction en sachant que ces traîtres ne connaîtraient plus jamais la liberté. Ils avaient choisi de détruire des vies innocentes pour un gain égoïste,
et désormais ils allaient passer leurs dernières années à comprendre la nature permanente de la justice. À l'approche de la soirée, Roman a réuni Justine et Christy pour leur réunion de famille hebdomadaire, une tradition qu'il avait établie pour assurer une communication ouverte et une éducation continue sur le caractère et les valeurs. « Comment s'est passée l'école cette semaine ?» demanda Roman alors qu'ils étaient assis autour de la table de la cuisine. « Bien, » répondit Christy. « Mais Tommy Morrison m'a demandé si j'étais triste que maman soit en prison. »« Que lui as-tu dit ?»« Je suis triste qu'elle ait choisi de faire de mauvaises choses, mais je ne suis pas triste qu'elle ne puisse plus nous faire de mal. » Tommy a dit que c'était méchant, mais je pense que c'est honnête. Roman était fier de la maturité émotionnelle de sa fille. À 12 ans, elle a compris des concepts sur la protection de soi et les limites morales que de nombreux adultes n'ont jamais compris. Vous aviez tout à fait raison. Ce n'est pas une façon de vous protéger des personnes qui ont prouvé qu'elles vous feraient du mal. Qu'est-ce que Tommy a dit à ça? Il a dit qu'il serait triste si sa mère allait en prison, quoi qu'elle fasse. Je lui ai dit que c'était parce que sa mère l'aimait vraiment au lieu de planifier de tuer son père. Justine hocha la tête avec approbation. Tommy ne comprend pas parce que sa famille n'est pas folle comme la nôtre. Roman sourit à l'évaluation directe de son fils. Les deux enfants avaient intériorisé la leçon selon laquelle les relations familiales exigeaient un respect et une protection mutuelle, et non une loyauté aveugle, quel que soit le comportement. Avez-vous d'autres questions sur maman ou oncle Jimmy? Demanda Romain. Allons-nous un jour leur rendre visite? Se demanda Christy. Non, jamais. Ils ont fait leur choix et maintenant ils en subissent les conséquences. Nous ne leur devons ni pardon, ni réconciliation, ni même reconnaissance de leur existence. Bien, dit Justine fermement. Je ne veux pas voir des gens qui ont essayé de blesser mon père et de voler notre argent. À la fin de la réunion de famille, Roman s'est senti reconnaissant pour la force et le caractère que ses enfants avaient développé malgré l'adversité. Il grandirait en comprenant que la loyauté se méritait, que certaines trahisons étaient impardonnables et que se protéger et protéger sa famille était la plus haute obligation morale. Jimmy et Vivien s'étaient détruits par l'avidité et la trahison, mais leurs victimes en étaient ressorties plus fortes, plus sages et plus prospères que jamais. Roman Donagh avait tenu sa promesse. Il n'a jamais laissé d'ennemis derrière lui. Il n'a jamais pardonné à ceux qui l'ont trahi et il a construit une nouvelle vie sur la base de leur défaite permanente. La guerre était finie. La justice était permanente. Sa famille était en sécurité et c'était tout ce qui comptait. C'est là que notre histoire se termine. Façon dont ils avaient orchestré tout ce dîner pour créer des témoins du comportement défensif de Roman. Fils de, murmura Roman, la compréhension l'envahissant. Ça fait combien de temps que ça dure? Le sourire de Jimmy était froid et victorieux. Retourne-toi et mets tes mains dans le dos, papa. Christy apparut dans l'embrasure de la porte, la confusion et la peur se lisant sur son jeune visage. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, mon cœur, dit Roman doucement, tandis que les menottes claquaient autour de ses poignets. Oncle Jimmy fait juste une erreur. Une très grosse erreur. Tandis que Jimmy le conduisait vers la voiture de patrouille, Vivant le suivit, essuyant ses fausses larmes avec un mouchoir. Pour les voisins qui observaient par leurs fenêtres, c'était le tableau parfait d'une arrestation pour violence conjugale. Ne t'inquiète pas pour les enfants, murmura Jimmy à l'oreille de Roman en arrivant à la voiture. Je prendrai bien soin d'eux et de Vivant. Roman ne dit rien, mais son esprit travaillait déjà, cataloguant chaque détail, chaque erreur commise par ces traîtres. Il pensait avoir affaire à un simple mécanicien, un homme qu'il pouvait manipuler et se débarrasser. Ils ignoraient qu'il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui avait passé 8 ans à apprendre à éliminer les menaces avec une précision chirurgicale. Chapitre 2. Le tissu des mensonges. La prison du comté de Pine Ridge était exactement telle que Roman se souvenait des rares fois où il s'était rendu sur le lieu de travail de Jimmy. Stérile, froide et conçue pour briser l'esprit d'un homme. Roman était assis dans la cellule de détention, l'esprit vif malgré les circonstances. Il avait connu des situations pires à Kandahar et à Bagdad, et il avait appris depuis longtemps que la panique était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le processus d'enregistrement avait été un chef-d'œuvre d'humiliation orchestré. Jimmy avait pris soin d'examiner Roman personnellement, documentant chaque étape avec une précision théâtrale. Les photographies des mains de Roman étaient particulièrement détaillées, soi-disant pour vérifier d'éventuelles blessures défensives qui étayeraient le récit de Vivant. Tu as droit à un appel téléphonique, l'informa l'agent de service, l'adjoint Miguel Moa. Roman connaissait Miguel du lycée,
un homme bien qui était resté à Pine Ridge pour élever sa famille. L'expression de Miguel trahissait la confusion et le malaise face à la situation. J'aimerais appeler mon avocat, dit Roman. Bien sûr. Tu connais le numéro de Dal Kelly. Roman hocha la tête. Dal Kelly était le seul avocat pénaliste de Pine Ridge, un homme d'une cinquantaine d'années à l'esprit vif, qui avait traité toutes sortes de dossiers, des conduites en état d'ivresse aux rares affaires de meurtre. Plus important encore, Dal était lui-même un vétéran, des marines, de la guerre du Vietnam, et comprenait la fraternité qui existait entre les militaires. L'appel au bureau de Dal tomba directement sur la messagerie vocale. Il était plus de 21h et l'avocat était probablement chez lui avec sa famille. Roman laissa un message concis expliquant sa situation et raccrocha, préparant déjà des plans de secours. Roman Donahue. Une nouvelle voix attira son attention vers la porte de la cellule. L'adjointe Carrie Anthony se tenait là, un presse-papier à la main, l'air professionnel mais inquiet. Carrie était la compagne de Miguel et l'une des rares femmes adjointes du comté. Le shérif Donagh souhaite vous voir. La salle d'interrogatoire était une boîte stérile aux murs blancs et à l'éclairage fluorescent conçu pour mettre les suspects mal à l'aise. Jimmy s'assit en face de Roman, ne jouant plus le frère inquiet. Son sourire était prédateur. Confiant. On arrête avec ces conneries, dit Jimmy en se calant dans son fauteuil. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais de quoi il s'agit vraiment. Éclaire-moi, répondit Roman d'une voix posée. Jimmy sortit une chemise en papier craft et étala plusieurs photos sur la table. Le sang de Roman se glaça en voyant les images de vivants avec des ecchymoses visibles sur les bras et le visage. Le maquillage était de qualité professionnelle, mais Roman voyait les signes. Les ecchymoses étaient trop uniformes, trop parfaitement placées. Elles avaient été prises cet après-midi à l'hôpital. Jimmy mentait avec aisance. Le docteur Clifford Houston avait tout documenté. Vivant avait finalement trouvé le courage de te dénoncer. Roman étudia attentivement les photos. Le docteur Houston était le médecin légiste du comté, un homme aux côtés duquel Roman avait brièvement servi lors d'une opération conjointe en Irak. Cliff ne falsifierait jamais de dossiers médicaux, ce qui signifiait que ces photos étaient soit entièrement fabriquées, soit prises à son insu. Intéressant, dit Roman calmement. Quand ai-je exactement infligé ces blessures? D'après Vivien, ce matin, avant de partir au travail, tu as découvert qu'elle avait discuté avec un avocat spécialisé en divorce et qu'elle avait perdu son sang-froid. La chronologie était impossible, et Jimmy le savait. Roman était à son atelier de 7h jusqu'au dîner, avec au moins une douzaine de témoins, dont 2 employés et plusieurs clients. Mais dans le feu de l'action, avec l'émotion à fleur de peau, de tels détails pourraient être négligés. Tu deviens négligent, Jimmy, observa Roman. J'étais au atelier toute la journée. Caméras de sécurité, employés, clients, tout était documenté. La confiance de Jimmy vacilla un instant. Les caméras de sécurité peuvent tomber en panne. On peut acheter des employés. Tu serais surpris de la facilité avec laquelle les preuves disparaissent quand c'est nécessaire. Roman se pencha légèrement en avant, sa voix se réduisant à un murmure. Quel est le but? Tu me voles ma femme, tu me fais accuser de violence conjugale, et après? Tu pars au soleil couchant avec ma famille. Quelque chose comme ça. Le masque de Jimmy tomba complètement, révélant la froide ambition qui se cachait sous lui. Vivant mérite mieux qu'un mécanicien en panne qui ne peut se défaire de ces histoires de guerre. Elle mérite quelqu'un avec un avenir, quelqu'un qui puisse lui assurer une certaine stabilité. Et c'est toi. C'est moi. Jimmy se leva, ajustant son uniforme. Elle demande le divorce demain matin. Ordonnance de protection d'urgence. Garde provisoire des enfants. Quand tu sortiras d'ici, si tu sors, nous serons une famille. Tes enfants m'appelleront papa, et tu n'y pourras absolument rien. La menace était proférée avec une cruauté désinvolte, destinée à briser le moral de Roman et à provoquer une réaction qui justifierait des accusations supplémentaires. Au lieu de cela, Roman sourit, une expression froide et prédatrice qui fit reculer Jimmy d'un pas involontaire. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, dit Roman doucement. Avant que Jimmy puisse répondre, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement. Un homme grand d'une 60aine d'années, vêtu d'un uniforme militaire impeccable, avançait d'un pas assuré, rayonnant d'autorité. Roman reconnut immédiatement l'insigne. Général de brigade Franklin Agur, commandant de la base régionale de la garde nationale.
Que diable se passe-t-il? Demanda le général Agur, sa voix imprégnée du poids d'un commandement absolu. Jimmy bégaya, visiblement pris au dépourvu. Général Agira, monsieur, ceci est une affaire de comté. Je mène un interrogatoire avec un suspect de violence conjugale. Le suspect s'appelle Roman Donag. L'expression du général Aguirre se durcit. Shérif, vous avez exactement 30 secondes pour m'expliquer pourquoi l'un de mes vétérans les plus décorés est menotté, sur la base de preuves apparemment fabriquées. Roman ressentit une bouffée d'espoir. Il avait servi sous les ordres de Franklin Agur lors de son dernier déploiement, et c'est le général qui avait recommandé Roman pour la Silver Star après un engagement particulièrement brutal en Afghanistan. Plus important encore, Agira était connu pour sa loyauté indéfectible envers ses soldats. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il s'agit d'une affaire de police locale. Rien concernant le sergent-chef Donag n'est purement local. Le général l'interrompit. Cet homme a sauvé 17 vies lors de l'opération Enduring Freedom, dont 2 fils de sénateurs. Il a gagné le droit d'être traité avec dignité et respect, et non bridé par la politique de la petite ville. Le visage de Jimmy s'empourpra. Général, j'apprécie votre sollicitude pour votre soldat, mais les preuves sont claires. Quelles preuves? Hera prit les photos sur la table et les examina d'un œil averti. Ces images avaient manifestement été prises dans des conditions d'éclairage différentes de celles annoncées. Les marques d'échymose ne correspondent pas à la chronologie rapportée. Et franchement, shérif, quiconque a travaillé avec Roman Donag sait qu'il est incapable de faire du mal à des innocents. Le silence se fit dans la salle tandis que les paroles du général Aguirre flottaient dans l'air. Le dossier soigneusement monté de Jimmy était démonté par quelqu'un ayant l'expérience et l'autorité nécessaires pour le contester. De plus, poursuivit le général, je viens de recevoir des informations très intéressantes concernant des irrégularités financières dans la salle des preuves de votre département. Il semblerait que le bureau du procureur général de l'État mène une enquête discrète sur la disparition de l'argent provenant de saisies de drogue. Jimmy pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Le général Agira sourit froidement. Tout comme vous ignorez tous des comptes offshore aux îles Caïmans ou des achats immobiliers effectués en espèces dont le solde ne correspond pas à votre salaire. Roman observa l'échange avec une compréhension croissante. Le général n'était pas venu ici par hasard. Il enquêtait sur Jimmy Donag depuis des mois, voire des années. Cette arrestation allait devenir le cadet de ses soucis. Libérez immédiatement le sergent-chef Donahue, ordonna le général Agira. Monsieur le shérif, je vous suggère de consulter votre avocat avant de faire d'autres déclarations. Tandis qu'on retirait les menottes de Roman, le général Agur se pencha et murmura, réglons ce bazar. Mais faisons-le légalement et correctement. Vous comprenez? Roman hocha la tête, comprenant parfaitement. Le général lui offrait protection et ressources, mais dans les limites de la loi et de l'honneur militaire. C'était plus que ce que Roman espérait et exactement ce dont il avait besoin pour renverser la situation face à ces traîtres. Jimmy resta figé tandis que Roman était libéré. La réalité de sa situation lui sembla enfin. Il s'attendait à briser Roman avec cette arrestation, à se poser en héros, à sauver vivants et les enfants d'un homme dangereux. Au lieu de cela, il avait simplement donné à Roman la motivation et l'occasion de détruire tout ce que Jimmy avait construit. En sortant de la salle d'interrogatoire, Roman vit Jimmy prendre son téléphone, probablement pour avertir Vivant que leur plan avait échoué. Mais il était trop tard pour limiter les dégâts. La guerre avait officiellement commencé. Chapitre 3. Collecte de renseignements. La voiture d'état-major du général Aguet était une berline noire aux vitres teintées et immatriculée au nom du gouvernement. Tandis qu'il roulait dans les rues tranquilles de Pine Ridge, Roman observa son ancien commandant, remarquant les nouvelles rides autour de ses yeux et le gris qui s'était infiltré dans ses cheveux coupés ras. « Merci d'être venu, monsieur, dit Roman. Mais je dois vous demander. Comment saviez-vous que j'étais en difficulté? Ici Anthony, répondit le général. L'adjointe Anthony a servi sous mon commandement avant de rejoindre les forces de l'ordre. Lorsqu'elle a traité votre réservation, elle a reconnu votre nom et m'a immédiatement appelé. Heureusement, votre frère prévoyait de vous garder en détention pendant 72 heures sans inculpation, sous prétexte que vous étiez suicidaire. Roman eut un frisson. 72 heures auraient été largement suffisantes pour que Vivant demande le divorce, obtienne l'ordonnance de protection et disparaisse avec les enfants. À sa libération, ils auraient pu être n'importe où dans le pays. Parlez-moi de Jimmy,
dit le général Agor alors qu'ils arrivaient sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24 en périphérie de la ville. Et ne me parlez pas de loyauté familiale, j'ai besoin de la vérité. À l'intérieur du restaurant, ils ont réservé une banquette au coin de la rue, à l'écart des rares clients nocturnes. Le général a commandé un café noir, Roman en a demandé un autre. Aucun des deux hommes n'était intéressé par la nourriture. Jimmy voulait toujours ce que j'avais. Roman commença, le regard fixé sur sa tasse de café. Quand j'étais enfant, si j'avais un nouveau vélo, il devait en avoir un meilleur. Quand j'ai commencé à fréquenter Sarah Mitchell au lycée, il a passé des mois à essayer de la convaincre de me larguer pour lui. A-t-il réussi? Non. Mais pas faute d'avoir essayé. Le schéma s'est poursuivi pendant le service militaire. Je suis entré dans les forces spéciales, il a donc dû être policier militaire. J'ai été déployé dans des zones de combat, alors il s'est porté volontaire pour la mission de maintien de la paix la plus dangereuse qu'il ait pu trouver. La différence, c'est que j'ai réussi là où il a échoué. Le général Agira hocha la tête pensivement. Et quand tu es rentré chez toi et que tu as bâti une entreprise prospère, que tu as épousé une belle femme. Il ne le supportait pas, mais je pensais qu'il avait surmonté sa jalousie. Il semblait heureux comme shérif, respecté dans la communauté. Je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin. Et ta femme? Depuis combien de temps dure cette liaison? Roman réfléchit attentivement à la question. Avec le recul, probablement 6 mois, peut-être plus. Elle a commencé à faire plus de sport, à acheter de nouveaux vêtements, toujours sur son téléphone. Des signes classiques que j'étais trop confiant pour reconnaître. Le général sortit une tablette et montra à Roman une série de photos. Elles avaient été prises par un détective privé que j'avais engagé il y a 3 semaines. Les images montraient Jimmy et Vivant ensemble dans un cadre intime, une chambre d'hôtel, un restaurant du comté voisin, sa voiture garée devant l'appartement de Jimmy. Les horodatage prouvaient que la liaison durait depuis au moins 2 mois, probablement plus. « Pourquoi enquêtiez-vous sur mon frère » demanda Roman. « De l'argent » La voix du général était grave. « Les opérations de la brigade antidrogue fédérale ont échoué dans votre comté. Des saisies qui devraient rapporter des centaines de milliers de dollars en liquide rapportent beaucoup moins. Quand nous avons commencé à creuser, le nom de votre frère revenait sans cesse. » Roman a étudié les documents financiers. Le général les a étalés sur la table. Relevés bancaires, achats immobiliers, comptes de placement, tout cela montrant que Jimmy vivait bien au-dessus de sa part de salaire. De combien parlons-nous? Une estimation prudente? 2,7 millions de dollars sur 4 ans. Votre frère a détourné des fonds provenant des saisies de drogue, des confiscations dans la salle des preuves et des subventions fédérales destinées à l'achat de matériel. L'ampleur de la corruption de Jimmy était stupéfiante. Roman savait que son frère était ambitieux, mais un tel niveau d'activité criminelle exigeait planification, organisation et une faillite morale totale. Ce n'est pas tout. Le général Agira poursuivit, le détective privé a découvert des communications entre Jimmy et Vivant concernant les fonds fiduciaires de vos enfants. Le sang de Roman s'est glacé. Quels fonds fiduciaires? Les fonds d'études que vous aviez constitués à leur naissance, plus les polices d'assurance vie. Jimmy et Vivien ne prévoyaient pas seulement de voler votre famille, ils prévoyaient de voler l'avenir de vos enfants. La révélation frappa Roman comme un coup dur. Les fonds fiduciaires contenaient plus de 300 000 dollars, une somme qu'il avait économisée et investie avec soin pour que Justine et Christy puissent intégrer l'université de leur choix. Les polices d'assurance vie valaient un demi-million de dollars chacune. Ils allaient me tuer, dit Roman doucement. L'ampleur du complot devenait évidente. Les accusations de violence conjugale n'étaient qu'un début, confirma le général. Créer une escalade. Avez-vous déclaré être mentalement instable? Peut-être organiser un suicide en détention. Jimmy hérite de votre entreprise. Vivant touche l'argent de l'assurance et ils disparaissent avec les enfants et tous vos biens. Roman resta silencieux, digérant l'ampleur de la trahison de son frère. Ce n'était pas une simple liaison ou un simple cas de jalousie. C'était un plan calculé pour l'assassiner et voler tout ce qu'il avait construit. Quel est votre plan? Demanda le général. Je vais les détruire, répondit Roman sans hésitation. Tous deux dans les limites de la légalité, insista le général. Je peux fournir soutien et ressources, mais je ne participerai pas à une justice d'autodéfense. Roman croisa le regard fixe de son ancien commandant. Bien sûr, monsieur, tout était dans les règles,
mais le général avait suffisamment d'expérience pour reconnaître le regard de Roman. Il l'avait vu en Afghanistan lorsque Roman avait appris que des insurgés avaient capturé 2 de ses hommes. Roman avait suivi les ordres et utilisé les voies appropriées pour localiser et secourir ses soldats. Il avait également veillé à ce que les insurgés qui les avaient capturés ne puissent plus jamais menacer qui que ce soit. « Dal Kelly vous attend chez vous », dit le général en glissant une carte de visite sur la table. « Je l'ai appelé après notre sortie de prison. Il s'occupera des aspects juridiques de la protection de vos biens et de la lutte pour la garde de vos enfants. Et l'enquête fédérale sur Jimmy est accélérée. Nous devrions avoir suffisamment de preuves pour l'arrêter dans les 48 heures. » Mais Roman, la voix du général portait un avertissement. Une fois les accusations fédérales prononcées, votre frère sera désespéré. Les désespérés font des choses dangereuses. Roman hocha la tête, comprenant le sous-entendu. Jimmy saurait que son enquête pour corruption révélerait tout, y compris le complot d'assassinat. Il n'aurait plus rien à perdre, ce qui le rendait extrêmement dangereux. Je dois retrouver mes enfants, dit Roman en se levant. Si Jimmy réalise tout ce que nous savons, il pourrait essayer de les emmener. C'est déjà réglé. J'ai 2 policiers qui surveillent votre maison. Vos enfants sont sains et saufs. En retournant à la voiture, Roman ressentit la sensation familière de voir les pièces du puzzle s'assembler. Le choc initial et la trahison cédèrent la place à une fureur froide et calculatrice. Jimmy et Vivant avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Roman Donag avait passé 8 ans à apprendre à identifier, traquer et éliminer les menaces. Il avait planifié et exécuté des opérations qui avaient fait la différence entre la vie et la mort pour des milliers de personnes. Jimmy pensait jouer aux échecs avec une mécanique simple. Il était sur le point d'apprendre qu'il avait déclaré la guerre à un maître stratège qui ne laissait jamais ses ennemis derrière lui pour combattre un jour de plus. Chapitre 4. L'esprit du stratège. La maison de Roman paraissait paisible sous les lampadaires, mais il pouvait distinguer les signes subtils d'une surveillance. 2 véhicules banalisés positionnés avec une visibilité optimale, les silhouettes à peine visibles de la police militaire montant la garde. La protection du général Aguirre était à la fois rigoureuse et professionnelle. Le pick-up de Dal Kelly était garé dans l'allée, et Roman pouvait voir de la lumière à la fenêtre de sa cuisine. L'avocat attendait comme promis, examinant probablement des stratégies juridiques et des documents de protection des biens. Dal avait acquis sa réputation en traitant des affaires criminelles complexes, mais cette situation allait mettre à l'épreuve toutes les compétences qu'il avait développées au cours de 3 décennies de pratique. « Je vous recontacterai demain », dit le général tandis que Roman sortait de la voiture d'état-major. « Vous vous souvenez de ce dont nous avons discuté ? Tout est dans les règles. » Roman hocha la tête, mais son esprit s'étendait déjà au-delà des recours juridiques. Jimmy et Vivant avaient planifié son meurtre et le vol de l'avenir de ses enfants. Une justice légale était nécessaire, mais elle ne suffirait pas. Il devait comprendre toutes les conséquences d'une trahison de Roman Donag. À l'intérieur, Dal Kelly était assis à la table de la cuisine, des documents étalés autour de lui tel un plan de bataille. À 58 ans, Dal était un homme grand et mince, aux cheveux argentés et aux yeux gris intenses. Sa réputation de défenseur acharné était légendaire au sein de la communauté juridique du comté. « Roman, content de te voir libre », dit Dal en se levant pour lui serrer la main. « J'ai examiné ta situation et nous avons plusieurs priorités immédiates. »« Les enfants d'abord », dit Roman sans hésiter. « Nous avons déjà déposé des requêtes d'urgence pour empêcher Vivant de les emmener hors de l'État. Le juge Benny Sullivan nous entendra demain matin à la 1re heure. C'est un homme juste et cette fausse arrestation jouera en notre faveur. » Roman s'est servi une tasse de café avec la cafetière que Dal avait préparée. « Qu'en est-il des accusations de violence conjugale ? » Abandonnées dans l'heure. Le général Hera a fourni la preuve que les photos étaient falsifiées et que la chronologie présumée était impossible compte tenu de vos informations de localisation. Le procureur ne veut rien savoir d'une affaire qui donne une image corrompue du bureau du shérif. Et le visage de Jimmy Dal s'assombrit. C'est là que les choses se compliquent. L'enquête fédérale est en cours, mais constituer un dossier prend du temps. En attendant, il est toujours shérif, avec accès aux ressources et à l'autorité. Roman a étudié les documents juridiques préparés par Dal. Requête de garde d'urgence, demande de protection des biens, ordonnance de protection, tout cela nécessaire, mais toujours réactif. Roman avait passé trop d'années dans l'armée pour se défendre alors qu'une action offensive était possible. « Que savons-nous des plans de Vivant ?» demanda Roman.
Elle a engagé Jonathan Carnet, son avocat spécialisé en divorce. Carnet est cher et agressif. Spécialisé dans les divorces à haut risque où les épouses dénoncent des violences. Il lui conseille probablement d'instaurer un climat de peur et d'intimidation, ce qui signifie qu'elle essaiera de me provoquer pour que je fasse une bêtise. Exactement. Ils veulent que vous soyez en colère, désespéré, et que vous fassiez des erreurs. L'arrestation illégale n'était que le début. Roman se dirigea vers son bureau et prit un classeur verrouillé. À l'intérieur se trouvaient des documents que la plupart des gens ne verraient jamais, des états de service militaire, des habilitations de sécurité, des résumés d'opérations de ces 8 années dans les forces spéciales. Il y avait aussi un téléphone satellite sécurisé et les coordonnées de ressources inaccessibles à la plupart des civils. Dal, ce que je vais vous dire reste entre nous. Êtes-vous d'accord? L'avocat hésita. Le secret professionnel protège tout ce que vous me direz, mais je ne participerai à aucune activité légale. Compris. Roman sortit un épais dossier intitulé Opération Desert Viper. C'était ma dernière mission en Afghanistan. Notre équipe était chargée d'éliminer un commandant taliban qui ciblait les convois de ravitaillement américains. Dal examina la mission. Document, notant les cachets classifiés et les rapports de renseignements détaillés. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que ce commandant taliban a bénéficié de l'aide de quelqu'un en qui nous avions confiance. Un interprète afghan qui fournissait des informations aux insurgés depuis des mois. Lorsque nous avons découvert la trahison, notre équipe avait le choix, suivre le protocole et laisser le traître disparaître dans la population, ou veiller à ce qu'il ne trahisse plus jamais personne. Qu'avez-vous fait? Le sourire de Roman était froid. Nous avons suivi le protocole officiellement. L'interprète a été remis aux autorités afghanes pour interrogatoire et libération. Dal a compris le sous-entendu. L'interprète n'avait jamais été interrogé, et sa trahison avait eu des conséquences permanentes. Jimmy et Vivant ne sont pas des combattants ennemis, a averti Dal. Non, ils sont pires. Leur famille qui a trahi la confiance la plus fondamentale en Afghanistan. Nous nous attendions à une trahison de la part d'inconnus. Ce roman a fait un geste autour de la maison où il avait bâti sa vie. Cela exige une réponse différente. Avant que Dal ne puisse répondre, le téléphone sécurisé de Roman a vibré, un message crypté. La cendre était répertoriée comme G. Santos, Gen. Santos, l'ancien sergent de l'équipe de Roman et le spécialiste en surveillance le plus compétent avec lequel Roman ait jamais servi. Le message était bref. J'ai entendu dire que vous aviez besoin de soutien. Demain en ville, de vieux amis se souviennent. Roman montra le message à Dal qui le lut avec une inquiétude croissante. Roman, je vous déconseille d'impliquer des contacts militaires dans une affaire civile. J'en ne viens pas en soutien militaire, répondit Roman. Il vient en ami qui me doit la vie, tout comme je lui dois la mienne. La distinction était importante. Roman ne faisait pas appel à des ressources militaires ni ne demandait l'aide des autorités. Il s'adressait à des frères d'armes qui comprenaient la loyauté, la trahison et le caractère permanent de la justice. Il y a autre chose, dit Dal en sortant un nouveau jeu de documents. J'ai fait des recherches sur la situation financière de Jimmy. L'enquête fédérale s'est concentrée sur ses activités criminelles, mais il existe des détails personnels intéressants. Roman a étudié les papiers, les rapports de solvabilité, les documents hypothécaires, les comptes de placement. Il est endetté jusqu'au bout. Exactement. Le salaire du shérif ne lui permettrait pas d'obtenir la moitié de ses prêts. Quelqu'un a co-signé tout, fourni des garanties supplémentaires. Vivant, votre femme garantit la dette de Jimmy depuis plus d'1 an. Si les accusations fédérales sont maintenues et qu'il perd son emploi, elle est responsable de plus de $400 000 de garantie personnelle. Cette révélation a ajouté une couche supplémentaire à leur complot. Vivant n'avait pas seulement une liaison. Elle était financièrement impliquée dans l'entreprise criminelle de Jimmy. Le divorce n'était pas une question d'amour ou de bonheur. C'était une question de survie. Ils ont besoin de mes biens pour couvrir les risques de Jimmy, réalisa Roman. L'entreprise, la maison, l'assurance vie, les fonds fiduciaires des enfants, tout. Sans votre argent, ils sont tous deux menacés de ruine financière avant même les accusations criminelles. Roman sentit les derniers morceaux de. Le puzzle s'est mis en place. Jimmy et Vivant ne l'avaient pas seulement trahi personnellement. Ils avaient monté un complot criminel dont la réussite nécessitait sa mort. Les accusations de violence conjugale n'avaient jamais eu pour but de l'écarter de leur vie.
Elle visait à présenter Vivant comme une victime méritant tout ce qu'il avait construit. Dal, je veux que tu me prépares quelque chose. Roman a dit, un plan complet de protection des biens qu'il met hors de portée ce soir. C'est compliqué. Transférer des biens pendant une procédure de divorce peut être perçu comme une dissimulation de biens matrimoniaux. Je ne cache rien. Je protège l'héritage de mes enfants contre des criminels qui projettent de le voler. Dal hocha lentement la tête. Ça, je peux m'en occuper. Quoi d'autre? Roman sortit son ordinateur portable et commença à taper. Je t'envoie les coordonnées de 3 de mes anciens coéquipiers. Ce sont tous des hommes d'affaires prospères maintenant. Conseil en sécurité, service d'enquête, solutions technologiques. Je veux qu'ils soient embauchés comme consultants légitimes pour mon entreprise. Quel genre de conseil? Le sourire de Roman était prédateur. Le genre qui permet à Jimmy et Vivien de comprendre pleinement les conséquences de leur choix. Dal rassembla ses documents. Visiblement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Roman, quoi que tu fasses, n'oublie pas que tes enfants ont besoin de leur père. Ne fais rien qui mette ta liberté en danger. Mes enfants ont besoin de leur père vivant, corrigea Roman. Jimmy et Vivien projettent de m'assassiner et de voler leur avenir. Je fais simplement en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Alors que Dal partait, Roman se tenait dans sa cuisine, regardant des photos de famille sur le réfrigérateur. Des images d'époque plus heureuse avant que la trahison et le complot n'empoisonnent tout ce qu'il avait construit. Demain soir, Jimmy et Vivien comprendraient qu'ils avaient commis la pire erreur de leur vie. Roman Donnac s'en prenait à eux, et il n'abandonnait jamais ses ennemis. Chapitre 5. Le piège est tendu. Roman se réveilla à 5 heures, son horloge interne fonctionnant toujours à l'heure militaire malgré des années de vie civile. La maison semblait différente, plus vide, sachant que la présence de Vivant était présente depuis des mois. Il prépara du café et repensa au plan qu'il avait élaboré pendant les heures blanches précédant l'aube. Jane Santos arriva à 6h30, au volant d'une berline grise quelconque qui criait gouvernement fédéral. À 42 ans, Jane ressemblait à un comptable, taille moyenne, cheveux bruns clairsemés, lunettes à monture métallique. Son apparence était soigneusement soignée pour dissimuler le fait qu'il pouvait tuer quelqu'un avec un crayon et disparaître sans laisser de traces. Le salut de Roman Jean était discret, mais sa poignée de main exprimait des années d'expérience partagée et un respect mutuel. Jean, merci d'être venu. Ils s'assirent dans le bureau de Roman, où Jean ouvrit un ordinateur portable et commença à consulter des dossiers. Je travaille dans la sécurité privée depuis que j'ai quitté l'armée. Haut de gamme. Renseignements d'entreprise, services de protection des cadres, ce genre de choses. Tout à fait légitime, bien sûr. Mais les compétences se transfèrent facilement. Surveillance, enquête de fond, protection des biens. Le sourire de Jean était mince. J'ai cru comprendre que vous aviez des problèmes familiaux. Roman informa Jane de la situation, lui fournissant des documents et des preuves qui lui donnaient un aperçu complet du complot de Jimmy et Vivant. Jane écouta sans interruption, prenant parfois des notes sur sa tablette. Nous avons donc un shérif corrompu et une épouse adultère qui complotent une fraude à l'assurance par meurtre, résuma Jane. Plus détournement de fonds, falsification de preuves et complot d'enlèvement d'enfants. C'est du domaine fédéral. Les fédéraux montent leur dossier, mais cela prendra des mois. Pendant ce temps, Jimmy est toujours en position de causer des dommages. Quel est votre délai? 48 heures. Je veux qu'il soit neutralisé avant qu'il ne puisse nuire à mes enfants ou détruire davantage de preuves. Jane acquiesça, comprenant les paramètres opérationnels. J'ai amené des amis. Jeffrey Martin s'occupe du support technique, du matériel de surveillance, des communications et de la récupération des données. Rob Willis est notre spécialiste financier. Il peut suivre l'argent, geler des avoirs, créer des traces écrites qui feraient pleurer un agent du fisc. Et vous? Je m'occupe du sale boulot dans les limites de la loi. Bien sûr, à 8 heures, Roman assistait à l'audience d'urgence pour la garde des enfants au palais de justice du comté de Pine Ridge. Le juge Benny Sullivan était un homme sévère d'une 60aine d'années qui avait connu toutes les variantes des drames familiaux au cours de ses 20 ans de carrière. Vivian était assise avec son avocat, Jonathan Carney, à la table d'en face. Elle était habillée pour susciter un maximum de sympathie, avec un maquillage minimaliste, des vêtements classiques, l'apparence d'une femme effrayée en quête de protection. Lorsqu'elle vit entrer Roman, elle tressaillit. Dramatiquement,
comme si sa simple présence menaçait sa sécurité. Votre honneur, commença Dalkelly. Nous sommes ici pour empêcher l'enlèvement de 2 enfants mineurs par un accusé qui a conspiré avec un agent des forces de l'ordre corrompu pour commettre une fraude. Jonathan Carnet s'est immédiatement levé. Objection, votre honneur. Monsieur Kelly porte des accusations infondées, que je suis prêt à prouver, interrompit Dal en exhibant un épais dossier de preuves. Nous avons des preuves documentées d'une liaison extra-conjugale, des rapports de police falsifiés et des preuves d'un complot visant à commettre une fraude à l'assurance par meurtre. Le juge Sullivan examina les documents avec un intérêt croissant. Les photos de Jimmy et Vivant ensemble étaient accablantes, mais les documents financiers montrant leurs efforts coordonnés pour accéder aux biens de Roman étaient accablants. Madame Donag, dit le juge, enfin, ces documents suggèrent que vous aviez prévu de quitter l'État avec les enfants et les biens de votre mari. Avez-vous une réponse? La performance de Vivian était magistrale. Des larmes coulaient à flot lorsqu'elle évoquait des années de maltraitance, la peur pour sa sécurité et son besoin désespéré de protéger les enfants du tempérament violent de leur père. Elle affirmait que sa liaison avec Jimmy était récente, une source de réconfort après des années de violence conjugale. Votre honneur, sanglota-t-elle. Je sais à quoi cela ressemble, mais Roman menace de me tuer si jamais j'essayais de le quitter. Le shérif Donag était la seule personne à qui je me sentais en sécurité pour parler de ma situation. Roman regardait la performance digne d'un Oscar de sa femme avec une admiration froide pour ses talents d'actrice. Elle était convaincante, émouvante et parfaitement crédible pour quiconque ne connaissait pas la vérité. Le juge Sullivan n'était pas convaincu. Madame Donag, j'ai examiné le dossier médical que vous avez soumis pour violence conjugale. La chronologie ne correspond pas aux informations sur le lieu de résidence de votre mari, et les preuves photographiques semblent avoir été falsifiées. Jonathan Carnet a tenté de s'y opposer, mais le juge l'a interrompu. De plus, les documents financiers montrent un schéma de manipulation patrimoniale suggérant une préméditation plutôt qu'un désespoir. La garde d'urgence est refusée. Les enfants resteront avec leur père en attendant une enquête approfondie. L'apparence de Vivant s'est fissurée un instant, révélant l'esprit calculateur sous le masque de la victime. Jonathan Carnet préparait déjà des recours et des stratégies alternatives, mais Roman voyait bien qu'il ne s'attendait pas à une défaite judiciaire aussi cuisante. À la sortie du tribunal, Roman a rencontré Jean Santos dans un café de l'autre côté de la rue. Gene avait surveillé les communications de la police pendant l'audience, observant la réaction de Jimmy à la décision de garde. « Ton frère est en pleine crise », a rapporté Gene. Il a appelé Vivant 6 fois au cours de la dernière heure et il prévoit de se retrouver dans un motel en dehors de la ville. Lequel? Le Pine Ridge. C'est parfait pour nous. Un endroit isolé, une route d'accès unique, un minimum de caméras de sécurité. Roman a compris l'avantage tactique. Le motel était l'endroit où Jimmy et Vivien se sentiraient en sécurité pour parler librement, planifiant leurs prochaines actions sans crainte d'être surveillés. C'est aussi là qu'ils commettraient les erreurs qui les détruiraient. Jeffra fait installer des micros dans la chambre. Gene suite, audio, vidéo, transmission en temps réel. Tout ce qu'ils diront sera enregistré et juridiquement recevable. Jeffrey travaillait dans la rédaction. Il sait comment recueillir des renseignements utiles aux procureurs fédéraux. À 14 heures, Roman rentra chez lui et trouva ses enfants en civil, attendant avec une babysitter, une employée du général Aguirre. Justine et Christy semblaient confus et effrayés, cherchant à comprendre pourquoi leur monde avait soudainement basculé. « Papa, où est maman ?» demanda Christy, les yeux verts remplis d'inquiétude. Roman s'agenouilla à sa hauteur, choisissant ses mots avec soin. « Maman avait fait de mauvais choix, ma chérie, elle va être absente un moment. Reviendra-t-elle » La question transperça le cœur de Roman comme une lame. Ses enfants aimaient leur mère malgré sa trahison. Ils ne comprenaient pas que celle qu'ils connaissaient comme leur mère avait planifié de leur voler leur avenir et de tuer leur père. « Je ne sais pas, » répondit Roman avec honnêteté. « Mais je te promets que je serai toujours là. » Toujours. Justine, s'efforçant d'être courageux à 8 ans, passa son bras autour de sa sœur. « Tout va bien, Christy. Papa prendra soin de nous. » Roman ressentit un profond désir de protection envers ses enfants. Ils étaient d'innocentes victimes de cette guerre, et il veillerait à ce qu'ils en ressortent plus forts et plus en sécurité qu'avant. À 16 heures, l'équipement de Jean détecta l'arrivée de Jimmy et Vivant au Pine Ridge Inn. Ils avaient loué la chambre 127 sous de faux noms, payant en espèces pour éviter les relevés de cartes de crédit.
Ils pensaient être malins, en échappant à la surveillance. Ils ignoraient qu'ils tombaient dans un piège qui enregistrerait chaque mot, chaque plan, chaque aveu de culpabilité dont les procureurs fédéraux auraient besoin pour les détruire. Roman écouta. La retransmission audio en direct de sa femme et de son frère discutait de leurs prochaines actions. Leur désespoir était évident, leur panique grandissant à mesure qu'ils réalisaient l'ampleur des preuves contre eux. « Il faut qu'on parte ce soir », dit Vivant, la voix tendue par la peur. Emmenez les enfants et disparaissez avant que l'enquête fédérale ne s'envenime. Avec quel argent, exigea Jimmy. L'avocat de Roman a tout verrouillé. On ne peut pas accéder au compte. On ne peut pas hypothéquer la maison. On ne peut pas toucher aux polices d'assurance. Il doit y avoir quelque chose. Il y en a un. La voix de Jimmy devint glaciale. On s'en tient au plan initial. Faire croire que Roman a craqué. C'est suicider par culpabilité et désespoir. Je m'occupe de la scène de crime. Tu encaisses l'argent de l'assurance. Roman entendit sa femme approuver son meurtre avec une indifférence désinvolte, comme s'il discutait de projets de dîner plutôt que de mettre fin à ses jours. Jen prit une note sur sa tablette. Ils avaient suffisamment de preuves enregistrées pour étayer des accusations fédérales de complot en vue de commettre un meurtre. Mais Roman ne se contentait pas des accusations fédérales. Jimmy et Vivant avaient trahi les liens les plus fondamentaux de la famille et du mariage. Ils méritent de comprendre les conséquences de leur choix. Alors que le soleil se couchait sur Pine Ridge, Roman se préparait à la phase finale de son plan. Le lendemain soir, Jimmy et Vivant seraient anéantis financièrement, juridiquement et personnellement. Ils avaient déclenché une guerre contre un vétéran des forces spéciales qui n'avait jamais laissé d'ennemis en vie. Ce soir, Roman Donag la conclurait. Chapitre 6. Les murs se resserrent. Roman était assis dans son bureau à 21h, surveillant de multiples flux de données qui dressaient un tableau complet de la détérioration de la situation de ses cibles. L'équipement de surveillance génétique avait enregistré 4 heures de conversation compromettantes, tandis que le travail technique de Jeffrey Martin avait révélé des preuves numériques qui anéantiraient toute défense que Jimmy et Vivant pourraient tenter. Nous les avons entièrement cartographiés, annonça Jeffrey par appel vidéo crypté. Jeffrey était un homme frêle aux cheveux grisonnants prématurément, avec la concentration intense de quelqu'un qui avait passé des années à analyser les communications ennemies pour la NSA. Dossiers financiers, journaux de communication, schémas de mouvement, tout. Sur l'écran principal de Roman, un affichage tactique en temps réel affichait la localisation de Jimmy et Vivian, suivis par leur téléphone portable et système GPS embarqué. Ils pensaient être prudents, mais les compétences techniques de Jeffrey rendaient leur tentative de sécurité opérationnelle ridiculement insuffisante. Quel est leur statut actuel ? Demanda Roman. Paniqué, Jen répondit depuis son poste de surveillance à l'extérieur du Pine Ridge. Jimmy avait beaucoup bu et Vivian avait passé 6 appels à des agences de voyage pour réserver des vols vers des pays non extradables. Rob Willis participait à l'appel depuis son centre de commandement mobile, un camping-car aménagé et équipé d'équipements d'analyse financière. J'ai surveillé leur argent toute la journée. Les comptes offshore de Jimmy sont déjà gelés par décision fédérale, et les cartes de crédit de Vivian sont au maximum. Ils ont peut-être $12 000 en espèces disponibles. Roman étudia l'analyse financière préparée par Rob. La corruption de Jimmy avait été importante, mais bâclée, laissant des traces numériques qui rendaient les poursuites inévitables. Plus important encore, leur tentative désespérée d'accéder aux actifs de Roman avait apporté des preuves supplémentaires de conspiration et de fraude. Délai pour les arrestations fédérales, demanda Roman. 48 heures, peut-être moins, répondit Jeffrey. Les conversations enregistrées d'aujourd'hui ont donné aux procureurs tout ce dont ils avaient besoin pour obtenir des mandats. Roman hocha la tête, satisfait des aspects juridiques de son plan. Jimmy et Vivant seraient poursuivis au niveau fédéral et passibles de plusieurs décennies de prison. Mais la justice n'était que le début de leur châtiment. Deuxième étape, Roman annonça qu'il était temps qu'ils comprennent qui ils avaient choisi de trahir. À 2130 heures, le téléphone sécurisé de Roman afficha un appel entrant d'un numéro inconnu. Il répondit avec la prudence qui s'imposait. Monsieur Donag, ici le docteur Clifford Houston. Je crois que nous avons servi ensemble en Irak. Roman se souvenait clairement de Cliff, un médecin de campagne compétent qui avait sauvé des dizaines de vies lors de leur déploiement. Docteur Houston, que puis-je faire pour vous ? Je vous appelle au sujet des dossiers médicaux qui ont été soumis dans votre affaire de violence conjugale.
Quelqu'un a falsifié ma signature sur des documents que je n'ai jamais créés en utilisant mon numéro de licence médicale pour authentifier de fausses preuves. Roman sentit un autre déclic se mettre en place. Portez-vous plainte? Absolument. La fraude médicale est un crime et celui qui a commis cet acte a menacé ma licence et ma réputation. J'ai déjà déposé plainte auprès du Conseil médical de l'État et du bureau du procureur. Merci de votre appel. Docteur Roman, soyez. Attention. Ceux qui ont orchestré cela sont désespérés et dangereux. Ils n'hésiteront pas à en rajouter s'ils se sentent acculés. Après avoir raccroché, Roman a contacté Dalkelly pour coordonner les preuves de fraude médicale avec leur stratégie juridique existante. Les faux dossiers médicaux ont ajouté une nouvelle accusation à la liste croissante des crimes dont Jimmy et Vivant ont été victimes. À 22 heures, Jen a signalé une activité inhabituelle au Pine Ridge Inn. Il charge des bagages dans le véhicule personnel de Jimmy. Jen a observé grâce à un équipement de vision nocturne. On dirait qu'il prévoit de fuir ce soir. Roman a souri froidement. Fuir serait le pire choix possible pour Jimmy et Vivant, transformant leur problème juridique en accusation de fuite fédérale. Cela déclencherait également la phase finale du plan de Roman. Laissez-les partir, a ordonné Roman. Assurez-vous qu'ils aient confiance en leur itinéraire de fuite. Bien reçu. Roman a ouvert un canal de communication sécurisé avec le bureau du général Aguirre, où un officier de permanence surveillait la situation au nom de l'autorité fédérale. Général Aguirre, ici Roman Donag. Nos sujets tentent de fuir la juridiction avec 2 enfants mineurs. Compris. Nous disposons de moyens d'interception. Règles d'engagement. Force minimale nécessaire. Priorité à la sécurité des enfants. Bien reçu. À 2230 heures, Roman a reçu la confirmation que Justine et Christy étaient en sécurité à la base du général Aguirre, protégés par la police militaire et totalement hors de portée de Jimmy et Vivian. Les enfants pensaient suivre un programme spécial de nuit. Ils ignoraient totalement que leur mère avait prévu de les kidnapper lors de sa tentative d'évasion. La vidéosurveillance de Jean a montré Jimmy et Vivant se dirigeant vers la frontière du comté, suivant l'itinéraire qu'ils avaient recherché pour leur évasion. Ils se dirigeaient vers un petit aérodrome à 65 km de là, où Jimmy avait affrété un avion privé avec le peu d'argent disponible. Ils n'atteindraient jamais l'aérodrome. À 2245 heures, une opération coordonnée des forces de l'ordre a intercepté le véhicule de Jimmy à un barrage routier juste à l'extérieur du comté de Pine Ridge. Des agents du FBI, de la police d'État et des agents fédéraux ont exécuté les mandats d'arrêt avec une force écrasante, empêchant toute résistance ou évasion. Roman a assisté à l'arrestation grâce à une vidéo sécurisée, voyant Jimmy et Vivien placés en garde à vue avec l'efficacité professionnelle d'une opération militaire. Les suspects étaient traités séparément, empêchant toute possibilité de coordonner leurs témoignages ou de détruire des preuves supplémentaires. Phase 3, annonça Roman à son équipe. À 23 heures, des perquisitions simultanées eurent lieu au domicile de Jimmy, dans l'appartement temporaire de Vivant et dans un garde-meuble qu'ils avaient loué sous de faux noms. Les agents fédéraux saisirent des ordinateurs, des documents financiers, des appareils de communication et des preuves matérielles qui étayeraient les poursuites pour des dizaines de crimes fédéraux. Plus important encore, les perquisitions découvrirent des preuves de victimes supplémentaires, d'autres cas où Jimmy avait falsifié des rapports, d'autres familles qu'il avait détruites par corruption et abus de pouvoir. L'enquête fédérale allait bien au-delà de la situation personnelle de Roman. La voix de Roman Jean exprimait une note de satisfaction. Nous avons découvert quelque chose d'intéressant dans l'appartement de Vivant. Sur la vidéo sécurisée, Roman regardait les agents fédéraux cataloguer des preuves provenant de la résidence secrète de sa femme. Cachés dans un placard de la chambre se trouvaient les plans détaillés du meurtre de Roman, incluant la chronologie, la méthode et l'élimination des preuves. Vivant avait documenté chaque aspect de leur complot avec une minutie obsessionnelle. Elle gardait des traces de tout. Jeffrey observait, examinant les données numériques. Dossiers, virements bancaires, agenda de réunion, et même des photos du quotidien de Roman. Ces preuves suffisent à étayer l'accusation de complot pour meurtre au premier degré. Roman a étudié les plans de meurtre élaborés par sa femme, observant son quotidien cartographié avec une précision digne d'une caméra de surveillance. Vivant l'avait observé pendant des mois, découvrant ses habitudes, planifiant le moment optimal pour mettre fin à ses jours. La trahison était totale et méthodique. À 23h30, le téléphone sécurisé de Roman affichait un appel de Dalkelly. Roman, le procureur fédéral, souhaite le rencontrer demain matin.
Il propose à Jimmy et Vivien des accords de plaidoyer en échange de témoignages contre d'autres fonctionnaires corrompus. Quel genre d'accord? 25 ans de sécurité minimale pour Jimmy, 15 ans pour Vivant. Confiscation de tous ses biens. Interdiction de contact avec ses enfants. Ordonnance. Restrictive à vie. Roman a réfléchi à l'offre. 25 ans ferait de Jimmy un homme de 67 ans à sa libération. Trop vieux et brisé pour menacer qui que ce soit. 15 ans ferait de Vivien un homme de 45 ans. Sa beauté s'est estompée, ses chances ont été anéanties. Contre-offre, a dit Roman. Jimmy écope de 30 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Vivant écope de 20 ans de prison, même condition. Une restitution intégrale aux victimes de la corruption de Jimmy, plus des dommages et intérêts punitifs pour le traumatisme émotionnel subi par mes enfants. Je vous présenterai vos conditions. Alors que les communications sécurisées prenaient fin, Roman traversa sa maison, la voyant sous un nouveau jour. Chaque pièce était empreinte de souvenirs empoisonnés par la trahison. Chaque photo montrait une famille bâtie sur le mensonge. Mais demain, ses enfants rentreraient dans une maison purifiée de toute tromperie. Ils grandiraient en sachant que leur père les avait protégés de ceux qui auraient volé leur avenir. Jimmy et Vivien avaient appris le prix de la trahison de Roman Donag. Ils passeraient les 2 décennies suivantes en prison fédérale, comprenant chaque jour que leur souffrance était la conséquence directe de leur choix. Roman Donag n'abandonnait jamais ses ennemis. La guerre était finie. Justice avait été rendue. Chapitre 7. Le jugement commence. Les procédures du tribunal fédéral se déroulaient avec une précision mécanique. Chaque étape était soigneusement orchestrée pour garantir une justice à la fois complète et permanente. Roman était assis dans la galerie de la salle d'audience du juge Franklin Aguirre. Le frère aîné du général et juge de district fédéral. 20 ans d'expérience dans la poursuite de complots criminels complexes. Jimmy et Vivien étaient assis à des tables de défense séparées, leurs avocats commis d'office se débattant avec un dossier impossible. Les preuves contre eux étaient accablantes, conversations enregistrées préparant le meurtre de Roman, dossiers médicaux falsifiés, détournement de fonds fédéraux avérés et complots visant à kidnapper des enfants mineurs. L'accusation présentera les preuves d'un complot criminel s'étalant sur 4 ans. La procureure adjointe Alice Ellis a annoncé dans sa déclaration liminaire un complot impliquant le vol systématique de fonds fédéraux de la lutte antidrogue, la falsification de dossiers des forces de l'ordre et le meurtre planifié d'un ancien combattant décoré. Roman observait le visage de Jimmy à la lecture des accusations. Son frère paraissait plus âgé, découragé, l'arrogance de son autorité de shérif remplacée par la combinaison grise d'un prisonnier fédéral. Les comptes offshore étaient gelés, sa pension confisquée, sa carrière détruite au point de ne plus pouvoir être récupérée. La transformation de Vivien fut encore plus spectaculaire. La belle femme qui faisait tourner les têtes lors des événements des country clubs avait disparu, remplacée par une personne à l'air vide et désespérée. Ses vêtements coûteux avaient été remplacés par une tenue de prison, son maquillage parfait absent, révélant les rides dures que le stress et la culpabilité avaient sculptées autour de ses yeux. Votre honneur, l'avocat de Jimmy s'est levé pour s'adresser au tribunal. Mon client souhaite plaider coupable à toutes les accusations et coopérer pleinement à l'enquête du gouvernement. Le juge Aguirre a étudié les documents de plaidoyer avec une efficacité pratique. Monsieur Donag, vous comprenez qu'en plaidant coupable, vous reconnaissez un complot en vue de commettre un meurtre, un détournement de fonds fédéral, une falsification de documents officiels et des violations des droits civiques. La voix de Jimmy était à peine audible. Oui, votre honneur. Et vous comprenez que ces accusations sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Oui, votre honneur. L'avocat de Vivant a tenté la même stratégie, mais le juge Aguirre était prêt à conclure des accords de plaidoyer coordonnés. Madame Donag, je note que votre complot comprenait des plans détaillés de fraude à l'assurance par meurtre, enlèvement d'enfants mineurs et destruction de preuves. Il ne s'agit pas de crime passionnel ou de désespoir. Il s'agit de tentatives calculées et préméditées visant à détruire une famille innocente. Roman ressentait de la satisfaction en regardant sa femme se rendre compte que sa beauté, son charme et sa performance de victime n'auraient aucun poids devant un tribunal fédéral. La jugera avait vu toutes les variantes du comportement criminel, et la tentative de Vivant de se présenter comme une victime manipulée était transparente et insultante. Le tribunal entendra les déclarations des victimes avant de déterminer la peine, a annoncé le juge Aguirre. Roman se leva pour s'adresser à la cour, son allure militaire appelant une attention immédiate.
Il n'avait préparé aucune déclaration écrite, préférant parler directement avec son cœur de l'impact de la trahison de sa famille. Votre honneur, les accusés n'avaient pas seulement prévu de m'assassiner. Ils avaient prévu de voler l'avenir de mes enfants. Les fonds en fiducie que nous avons créés pour leur éducation, les polices d'assurance vie destinées à les protéger si quelque chose m'arrivait, l'entreprise que j'ai créée pour subvenir à leurs besoins, tout cela aurait été volé. La voix de Roman exprimait la fureur contrôlée de quelqu'un qui avait appris à canaliser sa rage en action efficace. Jimmy Donagh portait un signe et prêtait serment de protéger et de servir. Au lieu de cela, il a utilisé sa position pour voler de l'argent fédéral et planifier le meurtre de son propre frère. Viviane Donagh a fait vœu de mariage d'amour et d'honneur. Au lieu de cela, elle a documenté ma routine quotidienne pour m'aider à planifier mon assassinat. Le juge Agur a écouté attentivement Roman détailler l'impact psychologique sur ses enfants, les dommages financiers liés aux frais juridiques et à la perturbation de l'activité, ainsi que la destruction permanente de la confiance que leur complot avait créée. J'ai demandé au tribunal d'imposer la peine maximale possible, a conclu Roman. Ces accusés avaient prévu de rendre mes enfants orphelins et de voler leur héritage. Ils ne méritent aucune pitié. Le procureur fédéral a présenté des preuves supplémentaires démontrant que le cas de Roman faisait partie d'un schéma plus vaste. La corruption de Jimmy a touché des dizaines de familles, des trafiquants de drogue ayant été libérés en raison de falsification de preuves et des victimes de crimes privés de justice à cause de rapports falsifiés. L'abus par l'accusé de sa position en matière d'application de la loi représente une trahison fondamentale de la confiance du public. Alice Ellis argumenta. Le shérif Donagh n'a pas seulement volé de l'argent. Il a corrompu tout le concept de justice dans le comté de Pine Ridge. Le juge Agira s'est retiré pour envisager la détermination de la peine, mais Roman savait que l'issue était prédéterminée. Les directives fédérales en matière de détermination des peines étaient spécifiques et sévères, conçues pour dissuader les autres de commettre des crimes similaires. Pendant la récréation, le général Agur s'est approché de Roman dans le couloir du palais de justice. « Comment vas-tu » demanda le général. « Mieux que prévu » répondit honnêtement Roman. Les voir enchaîner rend la trahison plus gérable. Et les enfants, Justine et Christy, sont résilients. Ils voient un conseiller, mais ils s'adaptent bien. Les enfants sont plus forts que ce que nous leur attribuons. Et votre entreprise? Roman sourit pour la première fois depuis des semaines. En fait, en expansion. Il s'avère que survivre à un complot de meurtre et dénoncer la corruption des forces de l'ordre constitue une excellente publicité. J'ai 3 nouveaux contrats et une liste d'attente pour des travaux de restauration sur mesure. Lorsque le tribunal s'est réuni à nouveau, le juge Agréé a prononcé des peines qui reflétaient à la fois la gravité des crimes et la nécessité de dissuader les autres d'adopter un comportement similaire. James Donagh, vous êtes condamné à 40 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Vous purgerez votre peine dans des établissements à sécurité maximale sans aucun contact autorisé avec les victimes ou leurs familles. Les genoux de Jimmy fléchirent à la lecture de la phrase. 40 ans signifiait qu'il mourrait en prison, ne plus jamais connaître la liberté ou la famille. Vivien Donagh, vous êtes condamné à 30 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Vous perdrez tout droit au patrimoine matrimonial et vous serez définitivement interdit de contact avec les enfants mineurs. Roman a lavé le visage de sa femme alors qu'elle réalisait que sa vie était effectivement terminée. À 32 ans, elle en aurait 62 à sa libération, en supposant qu'elle survive à 3 décennies dans une prison fédérale. Sa beauté et son charme auraient disparu depuis longtemps, ses opportunités détruites, son avenir réduit au travail au salaire minimum qui pourrait être offert aux criminels âgés. De plus, le juge Agira a ajouté, les 2 accusés paieront une restitution intégrale à toutes les victimes de leur complot criminel. Les estimations actuelles placent ce chiffre à environ 4,2 millions de dollars. Les ordonnances de restitution garantissaient que même si Jimmy et Vivant survivaient d'une manière ou d'une autre à leur peine de prison, ils en sortiraient avec une dette écrasante qui empêcherait toute possibilité de reconstruire leur vie. Alors que les accusés étaient emmenés enchaînés, Roman sentit le poids des derniers mois se détacher de ses épaules. La justice a été rendue avec une précision chirurgicale, supprimant les menaces contre sa famille tout en mettant un terme légal à leur trahison. Mais le plan de Roman n'était pas terminé. Jimmy et Vivant passeront des décennies en prison, comprenant que leur souffrance était la conséquence directe de la trahison de Roman Donagh. Chaque jour passé derrière les barreaux leur rappellerait qu'ils avaient choisi de déclarer la guerre à quelqu'un qui n'avait jamais laissé d'ennemis en vie. À l'extérieur du palais de justice, Roman a rencontré Dal Kelly pour finaliser les aspects civils de leur victoire.
Le divorce sera conclu la semaine prochaine. Dahl a rapporté, Vivant a renoncé à toutes ses réclamations sur les biens matrimoniaux dans le cadre de son accord de plaidoyer. La maison, l'entreprise et tous les biens restent avec vous. Et les enfants, la garde complète, aucun droit de visite pour Vivien, aucune possibilité d'appel. Votre famille est légalement protégée de tout contact futur avec l'un ou l'autre des accusés. Roman hocha la tête, satisfait que le cadre juridique soit complet. Jimmy et Vivant ont été détruits, ses enfants étaient en sécurité et son entreprise était florissante. Mais l'élément le plus important de son plan restait à venir. Roman Donagh était sur le point d'enseigner à ses enfants la leçon la plus précieuse qu'ils auraient jamais appris. La trahison entraîne des conséquences permanentes et la loyauté familiale se gagne par les actions et non par le sang. Chapitre 8. Leçons et conséquences. 6 mois après la condamnation fédérale, la vie de Roman s'était installée dans une nouvelle routine qui lui semblait à la fois familière et profondément différente. La maison était plus calme sans la présence de Vivant. Mais c'était un calme honnête, libre du courant sous-jacent de tromperie qui avait empoisonné leur maison pendant les mois de sa liaison. Justine et Christy s'étaient adaptés avec la résilience remarquable des enfants, même s'ils posaient parfois des questions qui brisaient le cœur de Roman par leur innocence. « Papa, est-ce que maman reviendra un jour à la maison ?» a demandé Christy un soir alors que Roman l'aidait à faire ses devoirs à la table de la cuisine. Roman posa sa tasse de café et choisit soigneusement ses mots. « Non, chérie. Maman a fait de très mauvais choix qui ont blessé notre famille. Elle est en prison maintenant et elle y restera très longtemps. A-t-elle vraiment essayé de te faire du mal ?» La question restait en suspens entre eux. Roman s'était promis de ne jamais mentir à ses enfants sur ce que leur mère avait fait, mais il ne les surchargerait pas non plus de détails qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre. Oui, il a simplement dit, maman et oncle Jimmy avaient prévu de me faire du mal pour pouvoir prendre notre argent et disparaître ensemble. Il ne se souciait pas de ce qui était arrivé à toi et Justine. Christy a traité cette information avec l'expression sérieuse d'un enfant essayant de comprendre la trahison d'un adulte. « Es-tu triste que maman soit partie ?» Roman réfléchit honnêtement à la question. « Je suis triste qu'elle ait choisi de faire de mauvaises choses au lieu d'être la maman que tu méritais. Mais je ne suis pas triste qu'elle ne puisse plus nous faire de mal. »« Je ne suis pas triste non plus, » dit doucement Christy. « Elle était méchante avec toi et ça m'a mis en colère. » Roman ressentit un élan d'amour protecteur pour sa fille. À 10 ans, elle faisait déjà preuve d'une clarté morale qui lui serait utile tout au long de sa vie. Elle comprenait que les actes avaient des conséquences et que la trahison ne pouvait être pardonnée simplement parce qu'elle venait de la famille. « Papa », Justine est apparue sur le pas de la porte, toujours vêtue de son uniforme de petite ligue. À 8 ans, il devenait plus sérieux, plus conscient des complications du monde des adultes. L'entraîneur dit que certains enfants de l'école parlent d'oncle Jimmy et de maman. Que disent-ils ? Cet oncle Jimmy était un mauvais shérif et sa mère l'avait aidé à voler d'eux.